Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à luxe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes directeur éditorial aux éditions Jaloux et chroniqueur sur BFM Business où vous co-animez Goût de luxe. Alors, comme le nom de l'émission l'indique, on va donc parler luxe aujourd'hui, mais c'est un vaste programme puisque c'est quoi finalement le luxe? Extrêmement difficile à répondre, il faudrait plus qu'une émission, il faudrait peut-être une année, voire un siècle. La plupart des penseurs n'ont toujours pas défini l'affaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours le luxe, on dit le luxe, vous avez remarqué. Or, il faudrait conjuguer l'affaire définitivement au pluriel et aujourd'hui plus qu'hier, parce qu'on peut raconter aujourd'hui une sociologie du luxe qui a éminemment changé en même temps que la société. À chaque luxe, sa société, mais aujourd'hui plus qu'hier, où il commence, où il finit, à qui il s'adresse, c'est extrêmement complexe. C'est vrai que longtemps, le luxe, c'était une affaire sous les rois ou sous la monarchie, j'allais dire d'une caste, d'une élite. Après, ça a poursuivi avec la haute bourgeoisie. Aujourd'hui, avec l'émergence des classes moyennes, et aujourd'hui, même si on en parle beaucoup de ces classes moyennes, c'est plus du tout la même sociologie du luxe. Et donc, à chaque personne, un luxe. Et ça peut commencer à être le luxe du temps que l'on n'a pas, le luxe du rare, le luxe du précieux, le luxe qui n'est pas forcément matériel. Parfois, c'est un luxe très immatériel. C'est étonnant parce qu'il y a un petit ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Luxifère. C'est paru aux éditions Séguier, c'est signé Nicolas Chemla, c'est un consultant en communication et justement il travaille beaucoup pour les marques de luxe et lui il explique que ce luxe selon les civilisations et selon les cultures il n'est pas abordé de la même manière et surtout aujourd'hui notre luxe il a une dimension luciférienne. Alors longtemps le luxe c'était la beauté. C'était l'envie, mais lui il parle de sublime aujourd'hui et les marques de luxe dans leur communication travaillent de plus en plus sur cette lotion, c'est-à-dire que c'est presque quelque chose de venimeux, qui nous attire, qui magnétise, parce qu'il a aussi une notion d'interdit. Et cet interdit, jusqu'alors les gens n'osaient pas ou étaient impressionnés, aujourd'hui les gens osent de plus en plus justement parce que c'est interdit. Vous voyez, les dimensions du luxe elles sont pleines et entières, multiples, variées, il faudrait loin et longtemps pour en venir à bout. Alors, on va maintenant parler du marché du luxe. Comment est-ce qu'il évolue et comment évoluent les modes de consommation? Alors, la question rejoint un petit peu à cette sociologie. Je crois qu'il évolue en même temps que le public évolue. Longtemps, ça a été quand même une affaire d'élite, le luxe. Au-delà des moyens, il fallait avoir certes les moyens, puis avoir aussi une manière de culture du luxe. Ça s'apprenait dans les familles. On savait ce qu'était un beau meuble, on savait ce qu'était un grand restaurant, on savait ce qu'était un beau vêtement. On avait une manière de culture du luxe et puis les moyens pour aller avec. Et donc, c'était véritablement une affaire de caste, d'élite. Aujourd'hui, ça a un peu changé. On le voit bien avec les marques. D'ailleurs, si on prend des marques de mode, elles ont commencé par la haute couture, puis après elles ont versé dans le prêt-à-porter. Et aujourd'hui, elles s'adressent à peu près, elles essayent en tout cas de drainer à elles le maximum de public. Si on voit même une maison comme Vuitton, bien sûr qu'il y a du très haut de gamme, des commandes spéciales qui coûtent une fortune pour un public qui sait ou qui a vraiment les moyens, mais elle va travailler aussi sur l'accessoire, sur des petits objets, sur vraiment pour que chacun ait sa part de luxe. Et donc tout cela est bien défini aujourd'hui. Comment il évolue? Eh bien, il évolue en même temps que la société et le public. Et je crois que le luxe est devenu terriblement vorace, jusqu'à se perdre peut-être. Justement, c'est ce qui faisait le rare du luxe est peut-être en train de se perdre parce qu'il s'adresse à tout le monde. Et c'est pour ça que ces dernières saisons, on a commencé à avoir des formules qui parlaient d'hyperluxe, d'ultraluxe, comme pour faire une césure entre un hyperluxe et un ultraluxe qui valait le prix ou qui s'adressait à un certain public, qui avait les moyens culturels ou autres, et puis un luxe, j'allais dire, plus démocratique, au risque d'être plus vraiment du luxe, mais pour drainer d'autres gens. C'est une vraie machine à cash et à business. Alors, vous le disiez, le luxe, il évolue sans cesse avec son temps, avec les consommateurs. Justement, les consommateurs, est-ce qu'ils ont tendance à acheter en ligne maintenant? On en est où? Les consommateurs, sûrement. En revanche, sur le luxe, ça a été un peu plus long. Et un peu plus long. Oui, les marques ont mis du temps à s'engager en ligne. Moi, je crois que c'est l'intelligence du luxe. Vous savez, beaucoup de marques sont souvent patrimoniales, ont souvent une histoire, une mémoire. Et donc, ils en ont vu passer, paradoxalement, des modes. Et donc, ils ont pris leur temps. Ils ont voulu voir et laisser, j'allais dire, les autres commerçants ou le monde des médias voir ce qu'il y avait derrière cette communication de la ligne et ce commerce en ligne. Et donc, ce qui fait qu'ils sont peut-être plus à même aujourd'hui de réfléchir à des vraies stratégies adaptées à leur mémoire, à leur marque, à leur logiciel, à leur constituante, et s'adresser au plus près du public. En plus, c'est vrai que pour les marques de luxe, l'objet
le côté justement non virtuel, pratique des choses. Acheter du luxe, c'est acheter une expérience, c'est rentrer dans un magasin souvent qui est construit comme un écrin, avec un service, un personnel qui accompagne, voire qui précède les attentes, puis un objet qui fait rêver. C'est extrêmement difficile de vendre de la joaillerie en ligne. Maintenant, on le voit, des vêtements ou autres, ça a été compliqué pour le luxe. Petit à petit, ils ont raffiné, en même temps que le public aussi, par rapport au commerce en ligne, avait des réflexes tout autres. Ils ont raffiné leur stratégie et ma foi, c'est encore lent. C'est peut-être pas aussi dynamique et aussi impérieux que dans d'autres secteurs, mais c'est peut-être plus pointu. Et il y a des marques en pointe à ce niveau-là. Je pense que Burberry est une des maisons les plus impressionnantes à cet effet. Peut-être parce que le patron de Burberry Bellay est à la fois le directeur artistique, celui qui crée le style, la griffe Burberry aujourd'hui, mais en même temps qu'il en est le grand patron en termes de business, de marketing. Et lui, il est très dans son époque et donc il a construit un univers digital qui passe aussi par le commerce, qui est extrêmement pertinent au regard de la marque Burberry, au regard aussi des moyens d'expression. Donc on a beaucoup de vidéos, beaucoup de musique, beaucoup d'images. C'est-à-dire que tout l'univers qui fait une marque de luxe, jusque dans les boutiques, eh bien, ce décor, cette espèce de cérémonie, il l'a recréé sur le digital. Et c'est vrai qu'on voit une marque comme Burberry qui est copiée par nombre d'acteurs du luxe, parce que lui, justement, il a pris son temps. Et aujourd'hui, ils sont prégnants parce que c'est une manière de boutique de luxe en ligne. Et ça, le luxe a pris son temps et il ne voulait pas débarquer dans l'affaire, parce que c'était quand même ronronnant au début, le commerce en ligne, c'était quand même d'un basique à toute épreuve. Une marque de luxe ne pouvait pas s'y abîmer. Et l'occasion en ligne, vous y croyez, vous ? Le marché de l'occasion du luxe en ligne? Je pense, oui. De toute façon, le marché de l'occasion du luxe, au-delà de l'univers en ligne, est prégnant pour eux. Il faut bien qu'ils vendent, il ne faut pas l'oublier. Et malgré la cérémonie des collections, vous savez très bien qu'ils sont comme tout le monde, ils ont des stocks et il faut que ça vive. Donc tout ce qui est retail d'occasion est très important et il s'incarnera d'une manière ou d'une autre en ligne. Et ce sera peut-être plus simple d'ailleurs pour les marques de luxe. Qu'est-ce que les consommateurs trouvent en ligne? On l'a dit, ils ne trouvent pas l'expérience magasin, ils ne trouvent pas l'expérience du toucher de la matière, mais qu'est-ce qu'ils trouvent en ligne à l'inverse? Alors pour reprendre l'image de Burberry, c'est qu'ils retrouvent la même mécanique, simplement avec les moyens du digital. Finalement, l'expérience, elle va être créée en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque comme Burberry, elle fait appel aux meilleurs vidéastes, aux meilleurs réalisateurs, aux meilleurs photographes, c'est-à-dire aux meilleurs graphistes. Il y a toute cette mécanique du digital pour créer un univers en ligne, un écran et une arborescence qui soit le plus luxueuse, ou en tout cas le plus cérémonieuse possible, moderne, contemporaine, avec des exclusivités, des groupes de rock ou de pop qui viennent jouer exclusivement sur ce site qui est aujourd'hui une plateforme beaucoup plus vaste qu'une simple plateforme dédiée à Burberry, plus vaste qu'une simple plateforme commerciale, mais qu'une plateforme culturelle. Le luxe aujourd'hui s'exprime pas simplement dans la vente et dans le commerce. On le voit bien avec les fondations d'art contemporain signées Vuitton dernièrement. Eh bien, aujourd'hui, le luxe, il draine des arborescences comme ça avec la musique, avec l'image, et le support digital devient quelque chose d'assez épatant pour faire vivre une autre expérience, une expérience plus virtuelle, mais qui vaut bien celle du commerce traditionnel. Alors les marques se mettent de plus en plus à créer un site dédié à un de leurs produits phares, c'est le cas du carré d'Hermès, ça peut être le cas pour Chanel, ça peut être le cas pour plein d'autres marques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ou ils s'éparpillent un peu? Ah non, là justement, c'est tout sauf de l'éparpillement, c'est la théorie de l'entonnoir. Les marques de luxe... Mais s'ils ont 50 sites... Ils n'en ont pas tellement, ils sont intelligents, ils savent très bien qu'ils ont... c'est le diktat et la théorie du best-seller. Une marque comme Maison comme Hermès, ils savent qu'ils ont quelques best-sellers, parmi lesquels le fameux carré, et si on allait dans le monde des sacs, le fameux sac Kelly, ou le sac Birkin. Donc, ils peuvent se permettre de créer des capsules, des espèces de niches, de sites dédiés, monomaniaques. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont les meilleures ventes dans les boutiques traditionnelles. Il n'y a aucune raison que cela ne soit pas dédoublé sur l'univers digital. Et donc, effectivement, en plus, vous savez, le carré Hermès, là encore, c'est une mémoire, une longue mémoire. Il y a un savoir-faire derrière, il y a des milliers de carrés Hermès, c'est véritablement une collection. C'est forcément un matériau formidable à mettre en ligne. C'est comme si Hermès ouvrait ses archives. Et derrière, il y a certainement un commerce à y appliquer ou pas. Donc effectivement, le risque est de se démultiplier. Mais là, je fais confiance à pas mal de maisons de luxe pour être beaucoup plus intelligentes. Ce qu'elles font dans leur boutique, elles le feront en ligne. Et puis, celles, comme vous dites très bien, qui se démultiplieront,
bah là, leur message serait, mais ça c'est vieux comme les médias, leur message sera complètement diffus, opaque, et tant pis pour eux. Le luxe de demain, vous le voyez comment? Demander le luxe de demain, il va être complexe parce que justement, ce sera ces luxes et ce sera complexe pour les marques parce qu'il va falloir qu'ils s'adressent à un maximum de public. Il ne faut pas oublier que derrière le luxe, il y a du business, il y a du commerce. C'est revendiqué par ces marques-là. Et donc aujourd'hui, ce qui va être extrêmement compliqué, c'est de s'adresser au maximum de personnes sans perdre son logiciel, sa constituante, qui est au moins celle d'un savoir-faire, si ce n'est celle d'une mémoire, et celle quand même d'un instant précieux dans les objets ou autres. Maintenant, le luxe, il ne faut pas qu'il se perde justement à aller trop dans un commerce comme les autres. Ça n'est pas un commerce comme les autres. Il vend quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, de l'immatériel. Il ne faut pas qu'il abîme sa marque. Ça va être de cultiver le sens de la marque. Et ça, c'est extrêmement difficile. Alors pour les plus anciennes maisons, celles qui ont une mémoire, c'est peut-être plus facile. Pour les autres, plus délicat. Dernière question pour la route. Votre instant luxe à vous, c'est quoi? Oh, mon instant luxe à moi, c'est justement quand j'en parle pas de luxe. Je suis tellement amené par mon métier l'absence de luxe. À en parler, à essayer de le comprendre, de le suivre, de l'accompagner avec tous les acteurs, hein, le public, les marques, les journalistes. Que lorsque je n'entends plus le mot luxe, pour moi c'est un luxe. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Rubin d'avoir participé à la boîte à luxe. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.